Ce qui tombait du ciel avait la consistance d'une gelée transparente, un peu visqueuse, et les gouttes n'étaient pas comme celles d'une pluie normale. Dans une petite ville dont le nom n'a jamais vraiment circulé dans les médias, un garçon de 8 ans s'est présenté un jour à la police avec une déclaration pour le moins inhabituelle. Il disait avoir été tué avec une hache. Pas dans un jeu, pas dans un rêve, dans une autre vie. Le garçon insistait. Il affirmait se souvenir de l'endroit exact où c'était arrivé, et même du nom de la personne qui l'avait tué. Au départ, personne ne l'a pris au sérieux. Mais face à sa précision, sa constance et son insistance, les autorités ont fini par le suivre, presque par curiosité. L'enfant les conduit alors dans une zone boisée en périphérie de la ville, un endroit qu'il n'était supposé connaître d'aucune manière. Il désigne un point précis dans le sol. Les fouilles commencent. Et là, il trouve un crâne. Puis des ossements. Et une vieille hache rouillée, enfouie avec les restes. Les analyses confirment qu'il s'agit bien de restes humains, datant de plusieurs décennies. L'affaire prend une tournure sérieuse. L'enfant, quant à lui, donne un nom, celui de la personne qu'il dit être son meurtrier dans sa vie précédente. Ce nom correspond à un homme vivant dans la région, aujourd'hui âgé, sans antécédents criminels connus. La police l'interroge. Et là, coup de théâtre, après plusieurs heures, l'homme finit par craquer. Il avoue, oui, il a tué quelqu'un, il y a des années. Il croyait que personne ne le saurait jamais. Il pensait que c'était enterré pour toujours, littéralement. Mais alors, comment un enfant de 8 ans a-t-il pu connaître ces détails, cet endroit, cette arme, ce nom? Il n'y avait aucune trace publique de cette affaire. Pas d'enquête ouverte. Pas de dossier de personnes disparues. Rien qui aurait pu fuiter ou être inventé. Aucune explication rationnelle n'a été trouvée. Les psychologues qui ont évalué l'enfant ont conclu qu'il n'avait pas été manipulé, qu'il ne mentait pas, qu'il n'était pas en état de délire. Simplement, il savait. Certains parlent de mémoire d'une vie antérieure, d'autres y voient un hasard incroyable, ou une forme d'intuition inexpliquée. Mais quoi qu'on en pense, le témoignage de ce garçon a permis de résoudre un meurtre oublié depuis des décennies. Et à ce jour, on ne sait toujours pas comment il a su. Parmi les grandes énigmes laissées par la Seconde Guerre mondiale, celle de Heinrich Müller, le dernier chef officiel de la Gestapo, reste l'une des plus troublantes. La dernière apparition confirmée de Müller remonte à la fin avril 1945, à Berlin, alors que la ville s'effondrait sous les bombardements soviétiques. Il aurait déclaré à ce moment-là qu'il savait parfaitement ce que les Russes faisaient aux prisonniers de guerre et qu'il n'avait aucune intention de se faire capturer vivant. Connaissant son rôle central dans la répression nazie et dans l'organisation de la terreur d'État, cette déclaration n'avait rien de surprenant. Mais ce qui intrigue, c'est ce qui s'est passé ensuite, ou plutôt ce qui n'a jamais été découvert. En tant que chef de la Gestapo, Müller disposait de tous les outils nécessaires pour disparaître. Accès à des faux papiers, à des réseaux clandestins, à des ressources internationales, et à une connaissance approfondie des méthodes d'évasion et de camouflage. Il avait probablement étudié les systèmes d'identité d'autres pays et savait parfaitement comment usurper une nouvelle vie. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, ni les services de renseignement soviétiques ni les Américains n'ont jamais réussi à mettre la main sur lui. Le KGB l'a activement recherché pendant plusieurs années, tout comme la CIA, qui pensait à un moment qu'il avait pu être recruté par les soviétiques. D'autres théories ont circulé, suggérant qu'il aurait pu trouver refuge en Amérique latine, comme beaucoup d'autres anciens nazis. Mais aucune n'a jamais été confirmée. Le mystère reste entier. A-t-il été tué dans les derniers jours du Reich, son corps enseveli dans le chaos de Berlin sans jamais être identifié? A-t-il fui avec succès sous une nouvelle identité, vivant tranquillement quelque part en dehors des radars? Rien, à ce jour, ne permet de trancher. Aucun témoignage solide, aucune preuve formelle, pas même un indice tangible. Heinrich Müller demeure l'un des rares hauts responsables nazis à n'avoir jamais été capturé, jugé, ni formellement déclaré mort. Un fantôme d'une époque sinistre,
disparu dans les brumes de la fin de la guerre. Un groupe inconnu a réussi à s'introduire dans un bâtiment du FBI sans que personne ne découvre qui ils étaient. Ce qui rend cette histoire particulièrement surprenante, c'est leur méthode. Ils ont simplement laissé un post-it sur une porte avec l'inscription « Ne pas verrouiller la porte ce soir ». Et ça a fonctionné. Personne n'a remis la serrure en question, et la brèche s'est ouverte sans résistance. Certains pensent que cette intrusion pourrait avoir un lien avec les opérations menées par l'Église de Scientologie dans les années où elle cherchait à obtenir le statut d'organisation religieuse exonérée d'impôts. À l'époque, leur objectif était clair, obtenir des informations sensibles et un levier de négociation contre l'administration américaine. Pour ce faire, ils ont déployé une stratégie audacieuse. Des membres de l'organisation ont été envoyés au siège du FBI, déguisés en agents fédéraux. Ils sont entrés calmement, ont récupéré les documents qu'ils visaient, puis sont repartis comme s'ils faisaient simplement leur travail. C'est la seule organisation que je connaisse qui ait réussi à faire chanter le gouvernement américain à visage découvert et à en sortir victorieuse. Mais il faut dire que les autorités ont commis une erreur monumentale. Le gouvernement a lancé en masse des poursuites pour fraude fiscale contre plusieurs milliers de membres de l'Église. L'idée était de faire pression pour que certains acceptent de plaider coupables et dénoncent d'autres membres. Ce que les autorités n'avaient pas anticipé, c'est que de nombreux avocats faisaient eux-mêmes partie de la Scientologie. Ils ont offert gratuitement leurs services et ont tous exigé des procès séparés pour chaque individu concerné. Quand l'IRS a calculé le coût de milliers de procès individuels à organiser dans le délai légal imparti, ils ont été pris de panique. Au final, tout a été réglé en dehors des tribunaux. L'Église a conservé son statut religieux officiel, aucune condamnation n'a été prononcée contre ses membres, et les informations sensibles récoltées lors de l'opération Snow White sont restées soigneusement cachées au grand public. Qui était vraiment Perceux? C'est l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire de l'espionnage. Entre 1943 et 1946, alors que les États-Unis développaient la première bombe atomique dans le plus grand secret, un agent soviétique s'était infiltré au cœur du projet Manhattan. Utilisant le nom de code Perceux, ce mystérieux espion était un scientifique qui travaillait à la fois sur le site d'essai de missiles de White Sands, au Nouveau-Mexique, et dans les installations principales de recherche de Los Alamos. Il n'était pas un simple observateur, il avait accès aux données les plus sensibles, et a suivi toutes les étapes du programme nucléaire américain, du tout début jusqu'à l'explosion de la première bombe. Grâce à ces transmissions, l'Union soviétique a pu récupérer des années de recherche scientifique en un temps record. À peine 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le pays était encore en ruine, les soviétiques faisaient exploser leur propre bombe atomique. Ce bond technologique ne laisse aucun doute sur l'efficacité et la valeur des renseignements fournis par Perceux. Malgré les décennies d'enquête et de surveillance, l'identité exacte de Perceux n'a jamais été confirmée. Contrairement à d'autres espions soviétiques comme Klaus Fuchs ou Theodor Hall, il n'a jamais été arrêté, ni même publiquement démasqué. Certains pensent même qu'il pourrait ne pas avoir été une seule personne, mais plutôt une couverture utilisée pour dissimuler plusieurs sources au sein du projet Manhattan. Aujourd'hui encore, l'existence même de Perceux est débattue. Mais s'il a bel et bien existé, il reste l'un des plus grands fantômes de l'histoire moderne, un espion invisible, insaisissable, et pourtant décisif dans l'équilibre nucléaire mondial. Parmi les affaires les plus étranges et méconnues, celle-ci reste ma préférée. En 2013, une attaque coordonnée a visé une station électrique en Californie, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait qui en est responsable. Tout indique qu'il s'agissait d'une opération minutieusement préparée. Les assaillants avaient identifié des positions de tir stratégiques autour du site, effacé toutes les empreintes des douilles laissées au sol, et visé précisément les transformateurs. Leur plan tenait compte du temps nécessaire pour que les équipements surchauffent sans déclencher immédiatement les alarmes. Ils savaient aussi avec précision à quel moment la police interviendrait. En parallèle, des câbles de fibre optique ont été sectionnés dans une chambre souterraine à proximité,
plongeant une partie du réseau de communication dans le noir. Ce n'était pas un acte de vandalisme aléatoire. C'était calculé, coordonné, presque chirurgical. L'événement n'a fait l'objet que de très peu de couverture médiatique, et malgré une enquête fédérale, aucune piste sérieuse n'a jamais abouti. Aucun suspect n'a été arrêté. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque. Ce silence a ouvert la porte à toutes sortes de spéculations. Certains observateurs y voient une répétition grandeur nature, un test discret mené par une puissance étrangère comme la Russie ou la Chine. L'idée serait de mesurer l'impact d'un sabotage ciblé sur l'infrastructure énergétique américaine, sans déclencher de panique générale ni révéler leur implication. Depuis, cet épisode reste une énigme totale, classée mais jamais oubliée dans certains cercles. C'est l'une des affaires les plus étranges jamais survenues en Australie. Elle concerne la famille Tron, qui vivait tranquillement de l'exploitation de leur ferme de Bay dans la région de Victoria. Rien, en apparence, ne laissait présager ce qui allait suivre. Un jour de 2016, sans raison évidente, les deux parents, Mark et Jacoba Tron, ont décidé qu'ils devaient fuir leur domicile immédiatement. Selon eux, ils étaient en danger, même si personne n'a jamais su exactement pourquoi. Ce qui est certain, c'est qu'ils croyaient fermement qu'ils étaient surveillés ou menacés. Ils ont donc embarqué dans leur voiture avec leurs 3 enfants adultes, Rihanna, Ella et Mitchell, en laissant derrière eux leur téléphone portable, carte bancaire, passeport, et tout ce qui aurait pu permettre de les tracer. Une fuite pure et simple. Leur fils Mitchell, l'aîné, n'était pas totalement convaincu par cette paranoïa collective. Il a tout de même suivi sa famille au départ, mais a secrètement gardé son téléphone avec lui. Très vite, l'atmosphère est devenue pesante. À un moment donné, son téléphone a été jeté hors du véhicule, on ne sait pas s'il l'a fait lui-même ou si ses parents l'y ont poussé. Peu après, il a quitté la voiture, a pris un train, et est rentré seul à la ferme. Pendant ce temps, le reste de la famille poursuivait leur fuite absurde à travers plusieurs régions. Les 2 sœurs, Ella et Rihanna, ont fini par voler une voiture pour continuer leur route. Elles aussi se sont séparées à un moment donné. L'une d'elles est rentrée à la maison, perdue mais indemne. L'autre a été retrouvée dans un état quasi catatonique, allongée sur la banquette arrière d'une voiture, découverte par un conducteur après qu'il a remarqué quelque chose d'anormal sur la route. Quant aux parents, ils ont été retrouvés errants, désorientés, à des kilomètres l'un de l'autre. Aucun n'était blessé, mais tous semblaient en proie à une profonde confusion mentale. Aucune explication officielle n'a été donnée. On ne sait toujours pas si la famille a été victime d'un épisode de psychose collective, d'une peur déclenchée par une paranoïa partagée, ou d'un véritable danger dont personne d'autre n'a eu connaissance. Depuis, la famille Tron est restée très discrète. Ils n'ont donné aucune interview approfondie, et n'ont jamais vraiment éclairci les raisons derrière cette fuite surréaliste. Ce qui est sûr, c'est que pendant quelques jours, une famille entière a fui un danger invisible, et personne ne sait si ce danger venait de l'extérieur, ou de leurs propres esprits. Le Bout Void est l'un des endroits les plus troublants de l'univers connu. Située dans la constellation du Bouvier, cette région immense de l'espace semble vide. Vraiment vide. Sur plus de 300 millions d'années-lumière de diamètre, on ne trouve pratiquement rien, ni étoiles, ni galaxies, ni matière visible. Un désert cosmique si vaste qu'on pourrait y placer des centaines de voies lactées sans qu'elles se touchent. Découverte dans les années 1980 par des astronomes qui cartographiaient la répartition des galaxies, cette zone a immédiatement suscité des questions. Dans un univers censé être homogène à grande échelle, comment expliquer un tel trou? Pourquoi là, et pourquoi aussi grand? Certains scientifiques avancent que ce vide pourrait s'être formé naturellement, à partir de la distribution aléatoire des structures cosmiques après le Big Bang. Peut-être que, simplement, les galaxies se sont formées ailleurs, laissant cette région pauvre en matière gravitationnelle et donc incapable de créer quoi que ce soit. Une sorte de bulle dans la mousse de l'univers. Mais d'autres trouvent cette explication trop simple. Le Bout Void ne ressemble pas à un simple creux dans la densité.
Il est trop vaste, trop net, trop silencieux. Et surtout, il semble presque artificiel, comme si quelque chose avait empêché la matière de s'y regrouper. Évidemment, à partir de là, les spéculations ont fleuri. Certains ont évoqué des civilisations avancées capables de manipuler les structures cosmiques elles-mêmes. D'autres y voient les traces d'un événement ancien, inconnu, qui aurait balayé cette région. Rien de prouvé, bien sûr. Mais c'est justement ce qui rend cette anomalie fascinante. Même avec les outils d'observation les plus puissants, le bout de Void reste un abîme noir dans la carte de l'univers. Il est là, énorme, indifférent, comme une énigme oubliée entre les galaxies. Un rappel que même après des siècles d'observation du ciel, on ignore encore l'essentiel de ce que cache l'espace. Certaines affaires restent dans un coin de l'esprit, et plus on y pense, plus elles dérangent. Commençons par les enfants sodés. En 1945, la maison familiale a pris feu en pleine nuit, et 5 des 10 enfants ont été présumés morts dans l'incendie. Pourtant, aucune trace de leur corps n'a jamais été retrouvée dans les décombres. Selon les experts, le feu n'avait pas été assez intense pour réduire complètement des os en cendres. Rapidement, les circonstances ont commencé à éveiller des soupçons. Le téléphone de la maison avait été coupé, une échelle normalement accrochée au mur avait disparu, et un témoin a affirmé avoir vu des enfants ressemblant aux petits sodés dans une voiture qui quittait la ville. Jusqu'à leur mort, les parents ont refusé de croire à l'accident. Des années plus tard, ils ont même reçu une photo accompagnée d'un message énigmatique, signé d'un nom proche de celui d'un de leurs fils disparus. L'image n'a jamais pu être authentifiée, mais elle a ravivé le doute. En l'absence de réponse définitive, cette affaire reste suspendue entre l'enlèvement, le drame familial et l'impensable. Puis il y a eu l'horreur de la Tristate Crematory, en Géorgie. Le fils, ancien joueur de football universitaire, avait abandonné sa carrière pour reprendre le crématorium familial après que son père soit tombé malade. Pendant un temps, tout semblait normal, jusqu'à ce que des habitants commencent à découvrir des corps abandonnés dans les bois autour de la propriété. Des dizaines, puis des centaines. Des cadavres entiers, des restes humains, parfois simplement jetés derrière les bâtiments, laissés à l'air libre. Plus de 300 familles ont appris qu'on leur avait rendu de fausses cendres, souvent de la simple poussière de ciment. Ce qui trouble encore aujourd'hui, c'est l'absence de mobile. Le matériel fonctionnait. Il aurait été plus simple de crématiser que de cacher tous ces corps. L'homme, Ray Brent Marsh, n'a jamais donné d'explication cohérente. Son avocat a avancé l'hypothèse d'un empoisonnement au mercure dû au plombage dentaire brûlé, mais rien ne justifie l'ampleur ni la froideur de ce qu'il a fait. Un silence opaque entoure encore cette affaire, comme si la vérité elle-même avait été scellée avec les cercueils. L'affaire des West Memphis triait, elle, noyée dans le chaos des années 90. 3 jeunes garçons assassinés dans des conditions atroces, 3 adolescents marginalisés accusés dans un climat de panique morale autour du satanisme. Au milieu de cette hystérie collective, une scène étrange a été négligée, un homme couvert de sang et de boue qui s'était réfugié dans un fast-food le soir de la disparition des enfants. La police est intervenue, vaguement. Le peu d'échantillons de sang récupérés a disparu sans explication. L'enquête a été dirigée comme une chasse aux sorcières, pendant que des éléments troublants s'accumulaient autour de 2 pères, John Mark Bier et Terry Hobbs. Témoignages contradictoires, comportements suspects, traces ADN, rien de tout cela n'a été exploré en profondeur. Même après la libération des 3 accusés, le cœur de cette affaire reste flou, enfoui sous des erreurs judiciaires et des dossiers mal classés. Les vraies réponses, si elles existent encore, dorment quelque part, ignorées. Et puis, il y a la disparition de Lars Mittank. Un jeune Allemand en vacances sur la côte bulgare. Une bagarre banale, une blessure à l'oreille, des médicaments, et soudain, tout se dérègle. Il reste seul après le départ de ses amis, et peu à peu, son comportement devient incohérent. Il pense être suivi, se cache dans des hôtels, appelle sa mère pour lui dire qu'il est en danger. Puis, à l'aéroport, alors qu'il s'apprête enfin à rentrer, il fuit soudainement le terminal, abandonne toutes ses affaires et s'enfuit à travers un champ de tournesol. Plus jamais vu depuis. Une disparition brutale,
inexpliqué. Aucun antécédent psychiatrique connu. Des caméras de sécurité le montrent au moment de sa fuite, il semble affolé, mais rien ni personne ne le poursuit. Que s'est-il passé dans sa tête, ou autour de lui, pour qu'il abandonne tout et disparaisse sans laisser de traces? On l'ignore toujours. L'après-midi du 23 septembre 1880, une scène totalement inexplicable a eu lieu dans une ferme à quelques kilomètres de Gallatin, dans le Tennessee. 5 personnes l'ont vu. Toutes ont raconté la même chose. Et pourtant, encore aujourd'hui, personne ne peut dire ce qui s'est vraiment passé. La ferme appartenait à David Lang, qui y vivait avec sa femme Emma, leurs 2 enfants, George, 8 ans, et Sarah, 11 ans, ainsi que quelques domestiques. Ce jour-là, les enfants jouaient devant la maison, tandis que Em et Madame Lang sortaient sur le perron. David Lang se dirigeait tranquillement vers le pâturage, en direction des chevaux. Au même moment, un visiteur familier arrivait, le juge Auguste Peck, un ami de la famille, en calèche avec son beau-frère. Les enfants arrêtèrent de jouer, le juge apportait souvent des cadeaux, et tout le monde regarda vers la route. David Lang fit un geste pour saluer le juge, se tourna et disparut. Pas un cri, pas une chute. Juste un pas suspendu, puis plus rien. Les témoins, sa femme, ses 2 enfants, le juge Peck et son accompagnateur ont tous vu la scène. Tous ont couru vers l'endroit exact. Le champ était dégagé, l'herbe rase. Il n'y avait nulle part où se cacher, rien où tomber. Ils ont cherché, puis crié. Des voisins sont venus à la rescousse. On a frappé le sol, arpenté le terrain, cherché des trous, des crevasses, des failles. Rien. Le sol était plat et compact, sans la moindre cavité. Dans les jours qui suivirent, Emma Lang fut clouée au lit, en état de choc. Tous les domestiques, sauf la cuisinière Suki, quittèrent la maison. Le champ fut examiné par le géomètre du comté, qui confirma que le sol était totalement stable, sans souterrain, sans galerie, sans anomalie géologique. La famille ne fit jamais de funérailles. Il n'y avait pas de corps à enterrer. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Un an plus tard, en 1881, les enfants Lang remarquèrent quelque chose dans le champ, l'herbe à l'endroit où leur père avait disparu était devenue jaunâtre, et formait un cercle d'environ 5 mètres de diamètre. Un jour, Sarah, poussée par une intuition, appela son père à voix haute. Et là, elle et son frère entendirent une voix lointaine. C'était celle de David Lang. Il appelait à l'aide. Encore et encore. Puis, le son s'estompa, et ne revint jamais. Emma Lang ne s'en est jamais remise. Elle a fini par quitter la ferme, mais n'a jamais vendu le terrain. Le pâturage où son mari avait disparu est resté intact, intouché, jusqu'à sa mort. Les hypothèses sont nombreuses, mais aucune ne repose sur un fait vérifiable. Certains parlent d'un enlèvement féerique, dans la tradition des disparitions soudaines dans la nature. D'autres évoquent une abduction extraterrestre, ou une sorte de faille dimensionnelle, comme s'il avait glissé dans un espace parallèle. Une idée plus radicale suggère que ces atomes auraient littéralement cessé d'être cohérents, le faisant se dissoudre hors de notre réalité physique. Mais ce ne sont que des suppositions. Ce jour-là, un homme s'est évanoui dans l'air, devant 5 témoins lucides. Et personne ne l'a jamais revu. Au début de nombreuses sourates du Coran, on trouve ce qu'on appelle les lettres mystérieuses, des combinaisons de lettres arabes isolées, sans mots autour, souvent récitées comme des initiales, Alif Lam Mim, Kaf Aya Ain Sad, Hamim, et d'autres encore. Elles apparaissent au tout début de la sourate, juste après la basmala, la formule d'ouverture. Et le plus étrange, c'est que personne ne sait vraiment ce qu'elles signifient. Ces lettres n'ont pas de traduction directe, ni de sens grammatical clair. Et depuis plus de 1400 ans, les exégètes, théologiens, linguistes et mystiques ont proposé des interprétations, parfois très différentes, mais sans jamais arriver à une réponse définitive. Parmi les principales théories, un code divin, certains pensent que ces lettres sont un code connu uniquement de Dieu, un mystère volontaire,
destiné à rappeler que certaines choses ne sont accessibles qu'à lui. Ce serait une façon de placer l'homme dans une posture d'humilité face au texte sacré. Des abréviations ou des symboles, d'autres ont proposé que ces lettres pourraient être des abréviations de noms divins, de concepts spirituels ou de phrases connues des premiers auditeurs du Coran. Mais aucune hypothèse n'a permis d'expliquer toutes les combinaisons existantes. Un élément stylistique ou d'attention, il y a aussi l'idée que ces lettres servaient à capter l'attention à l'oral, au moment de la récitation, un peu comme une pause marquée ou un signal de début. Dans une culture majoritairement orale, cela pourrait faire sens. Un lien avec la langue arabe elle-même, certains linguistes ont étudié les lettres en lien avec la fréquence des sons ou la structure poétique du Coran. Mais là encore, aucune conclusion solide n'a été admise par tous. Une inspiration ésotérique, dans les traditions soufis ou mystiques, ces lettres sont parfois vues comme des clés vers une connaissance intérieure ou des symboles vibratoires porteurs d'énergie spirituelle. Ces interprétations restent très personnelles et souvent en marge de l'exégèse classique. En résumé, malgré tous les siècles d'études, les lettres mystérieuses du Coran restent mystérieuses. Aucune théorie ne s'impose vraiment, et c'est peut-être ça aussi qui fait leur force. Elles résistent à l'explication, comme si elles portaient en elles un rappel que tout, dans le texte sacré, n'est pas nécessairement destiné à être compris, du moins pas tout de suite. Le pont d'Overtoun, en Écosse, traîne derrière lui une réputation aussi étrange qu'inquiétante. Pendant des années, on a raconté que les chiens sautaient inexplicablement du haut du pont, toujours au même endroit, sans raison apparente. Certains propriétaires affirmaient que leur chien avait sauté une première fois, survécu, puis était remonté pour recommencer. À tel point qu'un panneau a été installé sur place, conseillant aux promeneurs de garder leur chien en laisse et de faire très attention en traversant. Évidemment, les théories n'ont pas tardé. Certains ont parlé d'odeurs irrésistibles provenant d'animaux en contrebas, comme des visons ou des souris, d'autres ont évoqué des ondes étranges, ou même une sorte de désorientation sensorielle due à l'architecture du pont. Mais beaucoup de ces hypothèses n'ont jamais vraiment convaincu. Ce qui a surtout nourri la légende, c'est le fait que personne n'a pu expliquer le phénomène avec certitude, et le bouche à oreille a fait le reste. Cela dit, en creusant un peu, l'histoire devient nettement moins surnaturelle qu'elle en a l'air. Des recherches plus récentes ont tenté de démêler le vrai du faux, et il semblerait que l'histoire ait été pas mal enjolivée au fil du temps. Des articles plus sérieux affirment que le nombre réel de chiens ayant sauté n'est pas de plusieurs dizaines ou centaines, comme on le dit souvent, mais plutôt autour de 6 cas confirmés. Pas une vague inexpliquée, donc, mais quelques incidents isolés qui ont été exagérés à force d'être repris dans des récits de plus en plus sensationnalistes. Au final, même si ce n'est probablement pas un « pont maudit », comme certains l'ont présenté, le fait que plusieurs chiens aient sauté du même endroit reste étrange, et surtout triste. C'est un bon exemple de la façon dont une série d'événements réels peut se transformer en légende urbaine à force de mystères, de récits déformés, et d'un soupçon de fascination collective pour l'inexplicable. Il y avait, au bord du monde connu, un village accroché aux pierres des Corbières, au pied du pic de Bugarak, montagne renversée que les anciens disaient creuse, vivante, pleine de murmures. Là vivait Maëla, femme aux cheveux de nuit et aux yeux comme l'eau trouble des sources profondes. On ne savait d'où elle venait, seulement qu'elle était arrivée un soir d'orage, portant un bâton tordu et une cape brodée de signes que nul n'aurait su lire. Elle s'était installée seule dans une grotte au-dessus du hameau, là où même les chèvres n'osaient plus grimper. Maëla parlait peu, mais savait tant. Elle connaissait les herbes qui guérissent, les pierres qui apaisent, les mots qu'il faut dire à la lune pour faire partir la douleur d'un ventre ou d'un cœur. Les mères venaient en cachette, les vieillards aussi. Elle aidait, toujours. Elle ne demandait rien, seulement qu'on laisse ses pas tranquilles. Mais dans chaque village sommeille la peur, et parfois, elle se réveille sans raison. Un jour, la petite Éline disparut. Une enfant vive, joyeuse, qui courait trop loin des chemins. On fouilla les bois, les ravins, les anciens puits. Au matin du 3e jour, on retrouva son ruban rouge accroché à une branche, juste au-dessus du sentier menant à la grotte de Maëla.
Cela suffit. Le curé, jeune homme au regard dur, parla d'un mal ancien revenu avec elle, d'une femme possédée, d'un pacte avec les esprits du pic. Il agita les âmes comme on agite un feu qui s'éteint. Les hommes prirent torchers et fourches. Ils montèrent. Ils la trouvèrent assise devant sa grotte, traçant un cercle de pierre, comme elle le faisait souvent quand les saisons changeaient. Elle ne dit rien quand ils la saisirent. Elle ne lutta pas. On la pendit à l'arbre du carrefour, là où les routes se croisent et où, dit-on, les morts attendent. Le vent se leva d'un coup, hurlant comme 1000 bêtes blessées. Le ciel devint de cendres. Et juste après que son corps eut cessé de bouger, la terre trembla. Ce ne fut que le début. Dans les jours qui suivirent, le puits du village se mit à sentir l'œuf pourri. Les bêtes accouchèrent de petits morts. Des ombres glissèrent le long des murs, visibles seulement du coin de l'œil. La pluie tomba sans discontinuer durant 13 jours et 13 nuits, charriant boue, branches et souvenirs. On voulut oublier. Mais la mémoire s'inscrit dans la pierre, et celle de Bugarak est bavarde. Les saisons passèrent, et ceux qui étaient là cette nuit la vieillissaient mal, rongés de l'intérieur. Certains devinrent fous. D'autres se pendirent là même où elle l'avait été, comme appelés par une corde invisible. Le village se vida peu à peu, ne laissant que des maisons de silence et des toits éventrés. Seule l'aubépine fleurissait encore, là où on avait laissé son corps tomber. Et même les corbeaux l'évitaient. Le col de Konkala, situé dans la région du Ladakh, fait partie des endroits les plus inaccessibles et les plus surveillés au monde. Il se trouve sur la ligne de démarcation disputée entre l'Inde et la Chine, une frontière tendue où, en 1962, les deux pays se sont affrontés lors d'un conflit frontalier viol. Depuis cet affrontement, un accord tacite a été établi, aucun des deux camps ne patrouille physiquement dans la zone, mais chacun observe discrètement à distance. Le résultat, c'est un territoire gelé, isolé, coupé de tout. Et c'est là que le mystère commence. Depuis des années, des rumeurs persistantes évoquent la présence d'une base d'objets volants non identifiés, littéralement enfouis sous cette zone interdite. Le col de Konkala est ainsi devenu une sorte de point chaud pour les amateurs d'ufologie, et même pour certains analystes plus sérieux. Plusieurs témoignages parlent d'engins lumineux, de mouvements étranges dans le ciel, et d'objets surgissant du sol pour disparaître à une vitesse impossible à expliquer. Le plus intrigant, c'est que ni la Chine ni l'Inde n'ont jamais nié officiellement ces observations. Au contraire, certaines déclarations passées laissent entendre que les autorités savent, mais choisissent de ne rien dire. En 2006, des images satellites provenant de Google Earth ont ajouté de l'huile sur le feu, des structures semblant artificielles, voire militaires, sont repérées dans cette région soi-disant inhabitée. Rien n'a été confirmé, mais les images continuent de circuler sur les forums spécialisés. Personne ne peut accéder librement à cette zone. Même les chercheurs indépendants ne peuvent s'en approcher. Cette impossibilité d'enquête alimente encore plus le mystère. Si quelque chose s'y passe, il est bien gardé. Si rien ne s'y passe, alors pourquoi ce silence et ce contrôle aussi strict? Aujourd'hui encore, le col de Konkala reste un lieu à part. C'est un espace suspendu entre deux puissances nucléaires, mais aussi entre deux réalités, l'une, visible, faite de géopolitique et de montagnes désertiques, et l'autre, cachée, peut-être faite de technologies inconnues ou de secrets bien gardés. Le 7 décembre 1900, 3 gardiens de phare quittent la côte écossaise pour une mission de routine. Leur destination, l'île d'Éléant Mort, une petite terre battue par les vents, perdue dans l'archipel des Hébrides. Leur mission devait durer 2 semaines. À l'époque, c'était un roulement classique. Rien d'inhabituel. Mais lorsque le bateau revient les chercher, les hommes ont disparu. Aucun signe de lutte, pas de corps, pas d'indice net. Le phare est fermé de l'intérieur. Sur la table, un repas est dressé comme si quelqu'un s'apprêtait à s'asseoir. Le feu est éteint, ce qui est étrange dans un endroit aussi froid. L'horloge murale s'est arrêtée. Et tout est silencieux. Les 3 hommes, Thomas Marshall, James Duca,
et Donald McArthur étaient tous expérimentés, fiables, et selon les rapports, en parfaite santé. Aucun d'eux n'avait d'antécédents de comportement instable. Pourtant, ils se sont comme évaporés. L'un des éléments les plus troublants vient du journal de bord laissé sur place. L'un des gardiens y avait noté des choses étranges, une tempête violente, des vents qu'il décrivait comme terrifiants, des comportements angoissés de ses collègues. Mais ce jour-là, selon les relevés météorologiques de l'époque, la mer était calme. Les théories n'ont pas manqué. Certains évoquent une vague scélérate, immense et soudaine, qui aurait emporté 2 hommes tentant de sécuriser l'équipement à l'extérieur, pendant que le troisième aurait accouru pour les aider. Mais pourquoi la porte serait-elle verrouillée de l'intérieur? D'autres ont parlé de tensions entre les hommes, ou d'une folie collective née de l'isolement. Il y a même ceux qui murmurent des histoires anciennes sur l'île, des rumeurs de malédiction, de présence ancienne, mais ce ne sont que des murmures. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui est réellement arrivé aux 3 gardiens du phare d'Éléan morts. Ils sont devenus une légende écossaise, une énigme figée dans le vent du Nord, laissée sans réponse au bord des falaises. Il y a des mystères qui semblent sortis d'un roman étrange, entre le surréel et le morbide. 2 d'entre eux, très différents mais tout aussi déroutants, ont encore les esprits aujourd'hui. Les pieds de la mer des Salish. Depuis 2007, des pieds humains, seuls, parfois encore dans leurs chaussures, ont été retrouvés échoués le long des côtes de la mer des Salish, cette étendue d'eau qui borde la Colombie-Britannique et l'État de Washington. On en a compté une vingtaine, souvent découverts par des promeneurs, presque toujours dans un état de décomposition avancée. Aucun reste de jambes attachées, juste le pied, comme détaché proprement. Rapidement, la rumeur a enflé, tueurs en série, crime organisé, trafic d'organes, rituels étranges. Mais les autorités, après des années d'enquête, ont fini par écarter l'hypothèse criminelle. Pour elles, il s'agirait de noyades accidentelles ou suicidaires. Le corps, une fois dans l'eau, se décomposerait naturellement, et le pied, souvent protégé par une chaussure de sport moderne très flottante, se détacherait et dériverait jusqu'à la côte. Une explication logique, peut-être. Mais ce qui dérange, c'est la régularité. La localisation. Et le fait qu'un pied, seul, échoue là où l'on s'y attend le moins. C'est devenu une énigme récurrente, presque une légende moderne. Personne ne l'attend, mais parfois, un nouveau pied apparaît. Le faux à la hache de la Nouvelle-Orléans. Entre 1918 et 1919, un tueur insaisissable a semé la terreur dans les rues moites de la Nouvelle-Orléans. Surnommé The Axeman, il s'introduisait dans les maisons en pleine nuit, armé d'une hache ou parfois d'un rasoir, et s'attaquait aux habitants pendant leur sommeil. Ses victimes étaient souvent des familles d'origine italienne, et malgré les enquêtes, aucune arrestation n'a jamais été faite. Il semblait frapper au hasard, puis disparaître. Le moment le plus absurde, ou le plus glaçant, survient en mars 1919, lorsqu'un journal local publie une lettre attribuée au tueur. Signée depuis l'enfer le plus brûlant, elle mélange menaces, délire et musique. Il y annonce qu'il traversera la ville à minuit 15 un mardi soir, et épargne ceux qui joueront du jazz chez eux à ce moment précis. Et ce soir-là, la ville entière a dansé. Les clubs étaient pleins, les salons transformés en scènes improvisées. Les musiciens jouaient jusqu'à l'aube. Et cette nuit-là, pour une fois, personne ne mourut. Après cet épisode, il a encore frappé une fois, puis plus rien. Il s'est évanoui sans explication, sans trace. Jamais identifié. Certains pensent qu'il a fui. D'autres qu'il est mort. Pour beaucoup, il est devenu un fantôme inscrit dans l'histoire de la ville, entre la sueur, la musique et le sang. La mort toxique de Gloria Ramirez, aussi appelée la femme toxique, reste l'un des cas médicaux les plus déroutants jamais enregistrés. Le 19 février 1994, vers 20h15, Gloria Ramirez, 31 ans, est amenée aux urgences de l'hôpital général de Riverside, en Californie. Elle souffre de palpitations cardiaques sévères, est confuse, et présente une respiration de type Cheyne-Stokes,
un rythme irrégulier souvent associé à des troubles neurologiques graves. Elle est atteinte d'un cancer du col de l'utérus à un stade avancé. Les médecins lui administrent un cocktail de sédatifs, diazépam, midazolam et lorazépam. Quand son état se détériore, l'équipe tente une défibrillation. C'est à ce moment-là que les choses tournent, étrangement. Plusieurs soignants remarquent un film huileux sur sa peau, ainsi qu'une odeur inhabituelle, décrite comme un mélange de fruits et d'ail. Une infirmière, Susan Kane, commence à prélever du sang. Elle remarque une forte odeur d'ammoniac émanant de la seringue. Elle passe ensuite l'échantillon à Julie Gorczynski, une interne, qui constate que le sang contient des particules flottantes, de couleur jaunâtre. Puis, les corps commencent à tomber. Kane s'évanouit soudainement et doit être évacuée. Quelques instants plus tard, Gorczynski commence à se sentir nauséeuse et étourdie, puis perd connaissance à son tour. Une troisième soignante, Maureen Welsh, thérapeute respiratoire, s'effondre également. L'hôpital déclenche l'évacuation immédiate de tous les patients présents aux urgences vers le parking extérieur. En tout, 23 personnes tombent malades simplement en ayant été exposées à la pièce ou à Gloria Ramirez elle-même. 5 d'entre elles sont hospitalisées. Une équipe médicale réduite reste sur place pour tenter de la sauver. Après 45 minutes de tentative de réanimation, Ramirez est déclarée morte à 20h50, officiellement d'une défaillance rénale liée à son cancer. Mais ce n'est pas la fin. L'incident déclenche une enquête poussée. L'explication officielle, controversée, propose que Ramirez aurait utilisé chez elle du diméthylsulfoxide, DMSO, un solvant parfois employé à des fins médicinales non autorisées. Selon cette théorie, une chaîne de réactions chimiques aurait transformé ce composé en diméthylsulfone, puis en diméthylsulfate, une substance hautement toxique. Le tout, activé par l'oxygène ou l'électricité de la défibrillation. Une hypothèse plausible, mais jamais démontrée avec certitude. D'autres médecins rejettent cette explication. Certains pensent à une forme d'hystérie collective. D'autres soulignent que le DMSO ne produit pas ce genre de réaction en laboratoire. Et aucune trace formelle de diméthylsulfate n'a pu être retrouvée dans le corps de Ramirez. Le mystère reste entier. Encore aujourd'hui, aucun consensus scientifique n'a été atteint sur ce qui s'est réellement passé dans cette salle d'urgence. Gloria Ramirez est morte, et a fait tomber avec elle une partie du personnel médical, sans jamais qu'on comprenne véritablement pourquoi. Le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur à destination de Pékin avec 239 personnes à bord. À minuit 41, l'appareil, un Boeing 777, prend son envol comme prévu. Tout semble normal. Le ciel est dégagé, l'équipage expérimenté, les communications avec les contrôleurs aériens se passent sans incident. Et puis, moins d'une heure après le décollage, le contact est perdu. Le transpondeur s'éteint, la communication radio cesse, et l'avion disparaît des radars civils. Pourtant, les radars militaires montrent autre chose, un brusque virage vers la gauche, un changement complet de direction, et l'avion qui continue de voler pendant encore des heures, mais dans une direction opposée à sa route initiale. Il survole la péninsule malaise, puis s'éloigne vers l'océan Indien, où il disparaît définitivement. Pendant des semaines, le monde cherche. Des dizaines de pays participent à ce qui devient la plus grande opération de recherche aérienne et maritime de l'histoire. Rien. Pas de débris, pas de signaux de détresse. Le mystère ne fait que grandir. Ce n'est qu'un an plus tard que le premier indice tangible est retrouvé, un fragment d'aile échoué sur une plage de l'île de la Réunion. D'autres débris suivront, disséminés sur les côtes de l'océan Indien, confirmant que l'avion s'est bien abîmé quelque part au sud de cette immense étendue d'eau. Mais l'appareil, lui, n'a jamais été localisé. L'épave principale et les boîtes noires restent introuvables. Les théories se multiplient. Certaines sont purement techniques, dépressurisation, incendie à bord, panne électrique massive. D'autres se tournent vers l'hypothèse d'un acte volontaire. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, a été longuement scruté.
Un simulateur de vol chez lui contenait une trajectoire similaire à celle suivie par le MH370. Certains y voient un suicide élaboré, un acte délibéré de disparition. Mais rien ne permet de le prouver. Aucun message, aucun motif clair. D'autres théories, plus marginales, évoquent une tentative de détournement raté, voire des scénarios plus fantaisistes impliquant des puissances étrangères ou des phénomènes non identifiés. En 2018, après des années de recherche, les autorités malaisiennes ont déclaré officiellement que l'on ne pouvait tirer aucune conclusion certaine sur ce qui s'était passé à bord. Aujourd'hui, le MH370 reste un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Ce n'est pas seulement la disparition d'un avion. C'est l'effacement méthodique de tout ce qu'on pensait savoir sur le contrôle aérien, les technologies de surveillance et notre capacité à comprendre ce qui se passe dans le ciel. Un avion entier s'est volatilisé, et avec lui, 239 vies, et une certitude fragile, celle que les choses ne disparaissent pas, simplement. Parmi les mystères les plus déroutants, et presque absurdes, il y a l'étrange disparition, puis réapparition, de Lawrence Joseph Bader. C'est une histoire vraie, et pourtant elle sonne comme une fiction légèrement surréaliste. En 1957, Larry Bader est un représentant en batterie de cuisine, vivant à Akron, dans l'Ohio. Endetté jusqu'au cou, poursuivi par l'IRS, et père de 2 enfants, avec un 3e en route, il décide de partir pêcher sur le lac Erie. Une tempête éclate. Le lendemain, on retrouve son bateau endommagé, mais vide. Larry est porté disparu. On le présume mort, probablement noyé. Mais 4 jours plus tard, à plus de 1300 km de là, dans un bar d'Omaha, Nebraska, un homme fait son apparition, John Fritz Johnson. Il est tout sauf discret. Personnalité exubérante, bavard, drôle, imprévisible. Il devient animateur radio, puis directeur des sports à la télévision locale. Il monte des campagnes de charité farfelues, comme rester assis sur un mât pendant 30 jours pour récolter de l'argent contre la polio. Il roule dans un corbillard transformé en bar roulant. Il se marie, a un enfant, et devient une figure locale à Omaha. Fritz est tout l'inverse de Larry, discret vendeur au bord du naufrage. En 1964, on lui découvre une tumeur cancéreuse derrière l'œil gauche, qu'il perd. Il porte désormais un cache-œil noir. L'année suivante, en 1965, lors d'un tournoi à Chicago, un ancien voisin d'Akron le reconnaît malgré le cache-œil. Intrigué, il contacte la nièce de Larry Bader, qui vient elle aussi confronter Fritz. Elle le reconnaît immédiatement. Lui, de son côté, prend la chose avec humour, puis avec perplexité. Il nie être Larry, mais sans colère. Les empreintes digitales tranchent la question, Fritz Johnson est bien Lawrence Bader. Le plus étrange, il dit ne se souvenir de rien. Selon lui, il n'a jamais été Larry. Il ne reconnaît ni sa femme, ni ses enfants, ni sa vie d'avant. Des psychiatres l'examinent, contre toute attente, concluent qu'il semble sincère. Il ne joue pas un rôle. Il n'y a pas de rupture émotionnelle, pas de stratégie apparente. Il aurait tout oublié et construit une nouvelle vie à partir de rien, avec une personnalité complètement différente. On avance plusieurs théories. Peut-être un cas de fugue dissociative, rare et mal comprise. Peut-être qu'il a sciemment tout effacé pour fuir ses responsabilités, ou peut-être que la tumeur derrière son œil a affecté une zone clé du cerveau. On ne le saura jamais. Fritz, ou Larry, meurt en 1966, un an après avoir été redécouvert. Jusqu'à la fin, il maintient qu'il ne se souvient de rien. Pas de révélation finale, pas d'aveu. Juste un homme, devenu un autre, sans jamais regarder en arrière. Ce qui rend cette affaire aussi fascinante, ce n'est pas juste la disparition ou le changement d'identité. C'est le fait qu'il n'a jamais cherché à se cacher. Il aurait pu passer inaperçu, vivre discret. Mais non, il a choisi une vie bruyante, publique, improbable. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si difficile à classer, entre disparition volontaire, amnésie réelle, ou quelque chose de totalement inédit.
Le 24 novembre 1971, veille de Thanksgiving, un homme monte à bord d'un vol intérieur entre Portland et Seattle. Il donne un faux nom, Dan Cooper. Plus tard, à cause d'une erreur de presse, il sera connu dans tout le pays sous le nom de D.B. Cooper, une figure devenue presque mythique. Assis calmement à l'arrière de l'avion, il passe une note à une hôtesse. Elle pense d'abord à un numéro de téléphone griffonné, mais il l'invitait à lire. Il affirme avoir une bombe dans sa mallette. Il l'ouvre brièvement pour lui montrer un assemblage de fils, de cylindres et d'un dispositif supposé déclencheur. Sans élever la voix ni provoquer de panique, il fait alors ses demandes, 200 000 $ en liquide, 4 parachutes et un camion-citerne prêt à ravitailler l'avion à Seattle. À l'atterrissage, tout se passe selon ces conditions. Les passagers sont libérés, mais ils gardent les membres de l'équipage. L'argent et les parachutes sont livrés. Puis, dans la nuit, l'avion redécolle, direction Mexico. Cooper ordonne de voler bas, lentement, et avec la rampe arrière déverrouillée. À un moment donné, entre Seattle et Reno, alors que l'avion survole une région boisée et isolée, Cooper saute dans la nuit avec un parachute et l'argent. Il disparaît sans laisser de traces. La chasse à l'homme commence immédiatement. Des dizaines de pistes sont suivies. On ratisse les forêts, les rivières, les zones rurales. On interroge des centaines de suspects, on épluche les dossiers militaires, les listes de parachutistes, les anciens pilotes. Rien de concluant. Il n'a jamais été retrouvé, vivant ou mort. Aucune trace définitive. Des années plus tard, un enfant découvre par hasard, enfoui dans un talus sablonneux au bord du fleuve Columbia, plusieurs liasses de billets. Ils sont confirmés comme étant une partie de la rançon. Mais là encore, aucune autre preuve ne suit. Les théories sont nombreuses. Certains pensent qu'il est mort dans sa chute, perdu dans les montagnes, et que son corps n'a jamais été retrouvé. D'autres croient qu'il a survécu et vécu incognito jusqu'à la fin de ses jours, peut-être en ayant tout abandonné pour brouiller les pistes. Quelques suspects ont attiré l'attention au fil des décennies, mais aucun n'a pu être formellement lié à l'affaire. D.B. Cooper est devenu une énigme américaine, à mi-chemin entre réalité criminelle et légende populaire. Le seul pirate de l'ère de l'histoire à avoir pris un avion en otage, sauté avec une rançon, et disparu sans qu'on sache s'il s'en est sorti, ou non. En 1977, un événement étrange a capté l'attention de la communauté scientifique, et continue encore aujourd'hui d'alimenter les questions. Le 15 août, un radiotélescope de l'Université d'État de l'Ohio, surnommé Bigger, a enregistré un signal venu de l'espace, d'une intensité inhabituelle, sur une fréquence très précise. Le signal a duré exactement 72 secondes. Il n'a pas été détecté à nouveau depuis. L'astronome Jerry Herreman, qui analysait les relevés quelques jours plus tard, a été frappé par la netteté et la force du signal. Il l'a entouré au stylo rouge sur la feuille imprimée et a écrit dans la marge « Wow », c'est ainsi qu'est né le nom désormais célèbre, le Wow signal. Ce qui rend ce signal si particulier, c'est qu'il correspond à une fréquence très étroite, de 1420 MHz, une émission naturellement produite par l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers. C'est aussi une fréquence que les astronomes considèrent comme un canal silencieux, c'est-à-dire rarement perturbé par des émissions naturelles ou humaines. En théorie, c'est exactement le type de fréquence que choisirait une civilisation intelligente pour émettre un signal. Mais voilà, on ne l'a jamais entendu à nouveau. Toutes les tentatives pour retrouver une émission similaire dans la même région du ciel ont échoué. L'origine exacte du signal reste inconnue. Il pourrait s'agir d'un phénomène astrophysique inconnu, d'une interférence technologique que personne n'a identifiée, ou, pour les plus rêveurs, d'un message venu d'ailleurs. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a permis de confirmer l'une ou l'autre de ces hypothèses. Le Wow signal reste un cas isolé, unique dans l'histoire de la recherche de signaux extraterrestres. Ni prouvé, ni réfuté. Simplement là, enregistré noir sur blanc, puis plus rien.
Il existe un phénomène assez étrange en biologie qu'on appelle le paradoxe du cancer, ou paradoxe de Peto. Il pose une question simple, mais déstabilisante. Pourquoi les grands animaux comme les éléphants, les baleines bleues, ou même certains oiseaux, ne développent-ils pas plus de cancer que les petits animaux, alors qu'ils ont bien plus de cellules et vivent plus longtemps? Logiquement, plus un organisme a de cellules et plus il vit longtemps, plus il devrait avoir de risques qu'une cellule se transforme en cellule cancéreuse. Multiplie des milliards de divisions cellulaires par des décennies d'existence, et tu obtiens un terrain fertile pour les mutations génétiques. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on observe dans la réalité. Les éléphants, par exemple, ont 100 fois plus de cellules que les humains, mais leur taux de cancer est très bas. Les baleines bleues vivent plus de 80 ans, avec un corps contenant littéralement des quadrillions de cellules, et elles non plus ne semblent pas touchées par une explosion de cancer. C'est là que le paradoxe commence à faire réfléchir. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que ces animaux ont développé au cours de l'évolution des mécanismes de défense beaucoup plus sophistiqués contre le cancer. Prenons les éléphants. Ils possèdent plusieurs copies du gène TP53, un gène connu pour son rôle crucial dans la suppression des tumeurs. Chez l'humain, on en a une version fonctionnelle. Les éléphants, eux, en ont 20 copies, ce qui leur donne une meilleure capacité à détecter et éliminer les cellules endommagées avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Chez les baleines, on observe des mutations protectrices dans certains gènes liés à la croissance cellulaire, qui semblent ralentir les processus à l'origine des cancers. D'autres animaux, comme la taupe nue, un rongeur très longévif, ont des tissus qui empêchent mécaniquement la prolifération cellulaire au-delà d'un certain seuil. C'est une autre forme d'adaptation naturelle. Ce paradoxe a poussé les scientifiques à revoir la manière dont on comprend le cancer. Ce n'est pas seulement une question de nombre de cellules ou d'années vécues. C'est une question d'équilibre entre mutation, réparation et élimination. Et l'évolution, visiblement, a su trouver différentes réponses à ce défi biologique. Aujourd'hui, ce champ d'étude fascine autant les biologistes que les médecins, car comprendre pourquoi certains animaux sont naturellement protégés contre le cancer pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches en prévention ou en traitement chez l'humain. En gros, le paradoxe du cancer, c'est cette idée que la nature a déjà trouvé plusieurs solutions, il ne reste plus qu'à savoir les lire. Le manuscrit de Voynich est sans doute l'un des objets les plus étranges que l'histoire nous ait laissés. Découvert en 1912 par un antiquaire du nom de Wilfrid Voynich, dans un vieux collège jésuite près de Rome, ce livre a rapidement attiré l'attention, et pas pour son contenu intellectuel, mais pour son caractère totalement incompréhensible. Il s'agit d'un ouvrage d'environ 240 pages, écrit dans une langue inconnue, avec un alphabet qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il est rempli d'illustrations étranges, souvent végétales, des plantes qui n'existent pas, des figures anatomiques féminines baignées dans des structures tubulaires bizarres, des symboles cosmiques, des roues, des cartes. Rien de clair. Rien de directement interprétable. Tout est déroutant. Et le plus fou, c'est que personne n'a jamais réussi à le déchiffrer. Des cryptographes du monde entier s'y sont attaqués, y compris ceux de la Seconde Guerre mondiale, les mêmes qui ont cassé des codes nazis. Des intelligences artificielles modernes ont été entraînées sur le texte. Des linguistes, des historiens, des mathématiciens, même des botanistes ont essayé d'y voir un sens. Et toujours rien. Pas de grammaire stable. Pas de répétitions qui suivent un schéma logique. Pas d'indice clair sur l'origine de la langue, si c'est même une langue. Certains pensent que c'est un canular très bien ficelé, peut-être destiné à berner un collectionneur riche ou un mécène naïf. Une sorte de farce intellectuelle du XVe ou XVIe siècle. D'autres y voient un ouvrage codé, mais dont la clé serait perdue à jamais. Il y a aussi ceux qui avancent qu'il aurait été écrit par quelqu'un souffrant de troubles mentaux, créant un système personnel impossible à traduire. Et bien sûr, les théories plus marginales parlent d'un message extraterrestre, ou d'une langue magique oubliée. Le manuscrit lui-même a été daté au carbone 14, il remonterait au début du XVe siècle. Donc ce n'est pas un faux moderne. Il est vieux. Réel. Physiquement authentique. Ce qui ne veut pas dire que son contenu l'est.
Alors au final, on ne sait pas si le manuscrit de Voynich est un traité de science codée, une œuvre d'art délirante, un délire personnel, ou une vaste blague qui dure depuis 600 ans. Et c'est peut-être ça qui le rend aussi fascinant, l'impression qu'il est à deux doigts de révéler quelque chose, sans jamais vraiment le faire. On connaît tous Socrate, le philosophe grec qu'on nous présente comme l'un des piliers de la pensée occidentale. Un homme de rue, sans écrit, qui enseignait par le dialogue et l'ironie. Mais plus on creuse, plus une question étrange apparaît, a-t-il vraiment existé? D'un côté, son nom revient sans cesse dans les écrits de ses contemporains. Platon en fait le personnage central de presque tous ses dialogues. Xénophon le décrit aussi dans ses Mémorables. Même Aristophane, le dramaturge comique, le caricature dans les Nuées. À première vue, ça donne l'impression d'un homme bien réel, connu de son temps. Mais de l'autre, il y a un vide total dans les archives officielles. Aucune trace de Socrate dans les recensements athéniens, les registres juridiques ou les documents civiques de l'époque, alors même que des personnages comme Platon ou Aristote, eux, y apparaissent. Et ce, malgré le fait qu'il aurait été jugé, condamné à mort et exécuté, ce qui, normalement, aurait laissé au moins une trace. Alors deux possibilités. Soit Socrate a bien existé, et les documents ont été perdus ou n'ont jamais été enregistrés, ce qui reste plausible vu le contexte historique. Dans ce cas, c'est un penseur oral, immortalisé uniquement à travers les yeux et les agendas de ses disciples. Mais si c'est le cas, le Socrate de Platon, celui des dialogues, est-il vraiment le vrai? Ou un personnage de fiction utilisé pour faire passer des idées? On ne le saura jamais vraiment. Soit Socrate n'a jamais existé, et ce nom est une construction, une sorte de point de référence intellectuel utilisé par des philosophes qui voulaient attribuer leurs idées à une figure d'autorité. Un genre de blague académique, devenu tradition. Un nom commode pour faire circuler des pensées sans se les approprier directement. Et avec le temps, cette figure serait devenue si bien ancrée qu'on l'aurait considérée comme historique. Bref, on se retrouve avec une figure essentielle de l'histoire de la philosophie, dont l'existence même est incertaine. Il est soit l'un des penseurs les plus influents de tous les temps, soit un fantôme conceptuel autour duquel les autres philosophes ont bâti leur propre prestige. Et aujourd'hui encore, on n'a aucune preuve définitive pour trancher. En 1994, dans la petite ville de Ruwa, au Zimbabwe, une scène aussi incroyable que déroutante s'est produite. Un groupe d'enfants, une soixantaine officiellement enregistrés, mais certains parlent de près de 100, jouaient dehors pendant la récréation, dans la cour de l'école Ariel, quand ils ont vu un objet disciforme descendre du ciel et se poser derrière les arbres, non loin de là. Et ce n'est que le début. Selon les témoignages des enfants, qui étaient âgés de 6 à 12 ans, des êtres sont sortis de l'engin. Ils étaient petits, avec une grande tête, de grands yeux noirs et une peau grise. Le genre de description qui correspond parfaitement à ce qu'on appelle des « grès », ces créatures souvent citées dans les récits d'OVNI. Mais le plus étrange, c'est que plusieurs enfants ont parlé de messages télépathiques. Ils disent que ces êtres leur ont communiqué des pensées, des avertissements sur l'environnement, sur la destruction de la Terre, sur la technologie. Pas de mots, pas de sons, mais une transmission d'idées, directe, intérieure. Des psychologues ont interrogé les enfants peu après l'incident, notamment le professeur John Mack, un psychiatre de Harvard, prix Pulitzer. Il a passé plusieurs jours sur place, à les rencontrer un par un. Ce qu'il a trouvé, ce n'étaient pas des enfants qui inventaient une histoire, mais des récits cohérents, détaillés et marqués par une émotion palpable. La peur, l'émerveillement, l'incompréhension. Et surtout, aucun d'eux n'a changé sa version. Aujourd'hui, plusieurs de ces témoins sont adultes et continuent de maintenir leur récit sans hésitation. Ils n'ont rien gagné à raconter cette histoire. Beaucoup auraient préféré oublier. Mais ils disent avoir vu quelque chose, et pour eux, ce quelque chose n'était pas de ce monde. Aucune preuve physique n'a été retrouvée. Pas de traces claires. Pas de radar, pas d'enregistrement. Juste une cour d'école, un groupe d'enfants,
et un souvenir commun impossible à effacer. Une énigme pure. Et à ce jour, toujours sans explication. En 1976, dans la petite ville de Circleville, au sud de Columbus, dans l'Ohio, une étrange campagne de harcèlement commence. Des dizaines de résidents commencent à recevoir des lettres manuscrites, anonymes, au contenu sinistre et menaçant. Chaque lettre contenait des informations personnelles, souvent très intimes, parfois honteuses, et toujours inquiétantes. L'auteur connaissait des détails que seul un proche pouvait savoir, habitudes quotidiennes, secrets de famille, fréquentation. Une femme, Marie Gillespie, est particulièrement visée. Les lettres l'accusent d'entretenir une liaison avec le directeur de l'école où elle travaille comme conductrice de bus. On y parle de ses horaires, de sa maison, de ses déplacements. Elle tente de garder le silence, mais bientôt, son mari commence à recevoir à son tour des lettres similaires, puis des panneaux avec des messages infamants apparaissent un peu partout en ville, certains visant même leur fille de 12 ans. Un jour de 1977, le mari, Ron Gillespie, reçoit un appel. Il semble reconnaître la voix de son interlocuteur et quitte précipitamment la maison. Quelques minutes plus tard, il est retrouvé mort dans sa voiture, encastré contre un arbre. Un coup de feu a été tiré dans le véhicule, et la police considère un temps qu'il s'agit d'un homicide. Mais rapidement, les autorités changent de version, on conclut à un accident dû à l'alcool, malgré l'étrangeté de la scène. Mais les lettres continuent. Elles accusent désormais le shérif local d'avoir dissimulé les circonstances réelles de la mort. D'autres lettres s'en prennent au médecin légiste du comté, l'accusant d'actes abjects et de manipulation. L'auteur semble être partout, savoir tout, et ne recule devant rien. En 1983, Marie Gillespie repère un panneau diffamatoire sur le bord de la route. En s'approchant pour le retirer, elle découvre qu'il est piégé, un pistolet attaché à une boîte devait se déclencher quand le panneau était déplacé. Heureusement, le mécanisme dysfonctionne. L'enquête mène alors à Paul Freshour, l'ex-beau-frère de Marie. Il nie toute implication, mais des éléments matériels suffisent pour qu'il soit arrêté et condamné à 25 ans de prison. Sauf que les lettres ne s'arrêtent pas. Même une fois incarcéré, alors qu'il est en isolement, de nouvelles lettres continuent d'arriver, envoyées depuis d'autres villes. Certaines menacent d'exhumer le cadavre d'un nourrisson pour envoyer ses os aux autorités dans le cadre d'un autre scandale supposé d'infidélité et de meurtre. Tout est glauque, obsessionnel, précis. L'auteur est toujours là, quelque part, et il frappe encore. Pendant près de 2 décennies, les résidents de Circleville vivent sous la menace constante de cette plume anonyme. Les lettres s'adressent parfois à des individus précis, d'autres fois à des familles entières. Puis, en 1994, tout s'arrête. Sans explication. Plus de lettres. Plus de rumeurs. L'affaire n'a jamais été résolue. Personne ne sait réellement qui était derrière les messages. Paul Freshour a toujours clamé son innocence. Et aujourd'hui encore, les lettres de Circleville restent l'un des cas de harcèlement les plus étranges, tordus et persistants de l'histoire américaine moderne. La Winchester Mystery House, c'est l'une de ces histoires qu'on découvre enfant et qu'on n'oublie jamais. Et on comprend pourquoi. Tout commence avec Sarah Winchester, une femme née dans le confort et mariée à l'héritier de la Winchester Repeating Arms Company, une entreprise qui a fabriqué l'une des armes à feu les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Mais en quelques années, tout s'effondre autour d'elle, son mari meurt de la tuberculose, leur bébé meurt en bas âge, et Sarah se retrouve seule, immensément riche et complètement perdue. Brisée par le chagrin, elle consulte un médium, ce qui était assez courant à l'époque. Ce que le médium lui dit change le cours de sa vie. Selon lui, elle est hantée par les esprits des milliers de personnes mortes à cause des fusils Winchester. Le seul moyen d'échapper à la malédiction, c'est de construire une maison pour ses âmes perdues, une maison sans fin, sans plan fixe, toujours en chantier. Et surtout, ne jamais arrêter de construire. Sarah prend ça très au sérieux. Elle achète une vaste propriété à San José, en Californie, et commence à construire. Pas avec des architectes,
ni avec une vision claire, mais de façon presque improvisée, au fil des années. Et elle ne s'arrêtera plus pendant 38 ans. Le résultat est un monument aussi fascinant que déroutant, 161 pièces, des escaliers qui montent dans le vide, des portes qui s'ouvrent sur un mur, des couloirs qui tournent sur eux-mêmes, des fenêtres qui donnent sur d'autres pièces. C'est un véritable labyrinthe, une maison construite comme un puzzle sans solution. Certains disent qu'elle voulait déranger les esprits, ou les perdre dans le dédale. D'autres pensent qu'elle était simplement en train de perdre pied, enfermée dans une obsession née de la douleur. Ce qui rend cette histoire si captivante, c'est qu'on ne sait pas si Sarah Winchester était folle, ou si elle croyait sincèrement être la seule vivante dans une maison peuplée de morts. Elle ne laissait personne la contredire, n'a jamais donné d'explication directe, et n'a tenu aucun journal connu. Aujourd'hui, la Winchester Mystery House est ouverte au public. On peut y marcher, se perdre un peu, regarder ses escaliers absurdes et ses portes inutiles, et se poser la même question que tout le monde. Était-ce une maison pour les fantômes, ou juste pour sa propre solitude? Peut-être un peu des deux. Et c'est ça qui la rend inoubliable. L'affaire du col Dyatlov est l'un des mystères les plus célèbres et les plus glaçants du XXe siècle. Une histoire où tous les faits sont là, mais aucune conclusion ne parvient à les faire tenir ensemble. En février 1959, 9 étudiants et diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural entreprennent une expédition de ski de plusieurs jours dans les montagnes enneigées de l'Oural, au nord de la Russie soviétique. Le groupe, dirigé par Igor Dyatlov, est composé d'alpinistes expérimentés, bien équipés pour ce genre d'aventure. Ils s'enfoncent dans les montagnes, documentent leur voyage avec des journaux et des photos. Tout se passe normalement, jusqu'à ce qu'ils cessent soudainement de donner des nouvelles. Plusieurs jours après la date prévue de leur retour, une opération de secours est lancée. Ce qu'on découvre dépasse toute logique. Le camp est retrouvé sur le flanc d'une montagne, plus tard surnommée Montagne des Morts par les Mansi, un peuple autochtone de la région. La tente a été lacérée de l'intérieur, comme si les occupants avaient fui dans la panique, sans prendre le temps de l'ouvrir normalement. Des empreintes de pas pieds nus sont visibles dans la neige, menant à la lisière d'une forêt voisine. C'est là que les premiers corps sont retrouvés. En sous-vêtements, sans chaussures, gelés. Aucun ne présente de blessures visibles, mis à part les signes évidents d'hypothermie. Puis, au fil des jours, les autres corps sont localisés dans des conditions bien plus étranges. Certains ont le crâne ou la cage thoracique fracassée, comme par un choc massif, sans blessures externes. L'une des femmes n'a plus de langue, ni d'yeux. Un autre est couvert de brûlures inexpliquées. Certains portent des traces de radioactivité sur leurs vêtements. Aucun des éléments ne forme un ensemble cohérent. L'enquête officielle soviétique se conclut rapidement, avec un résumé laconique, force inconnue irrésistible. Le dossier est classé, les détails sont cachés pendant des décennies. Et les théories se multiplient. Les hypothèses sont nombreuses, mais aucune ne parvient à tout expliquer. Avalanche? Mais la pente est faible, la tente est intacte, et les blessures ne correspondent pas. Expérience militaire? Certains parlent de tests secrets, d'armes à infrasons, ou même de bombes thermobariques. Les éléments radioactifs pourraient aller dans ce sens. Conflit avec les Mansi? Rejetés très tôt, aucune trace de lutte, et les Mansi ont coopéré avec les secours. Panique psychologique due à des sons, au vent, ou à une hallucination collective? Possible, mais ça n'explique pas les fractures internes massives, ni la langue arrachée. Rencontre avec quelque chose d'inconnu? Là, les spéculations s'élargissent, phénomène naturel encore mal compris? Animal? Autre chose? En 2019, les autorités russes rouvrent officiellement l'enquête. En 2020, elles concluent qu'une avalanche peu conventionnelle, combinée à l'effet de panique et aux conditions extrêmes, est la cause la plus probable. Mais la plupart des experts restent sceptiques. Beaucoup estiment que cette explication ne fait que relancer un peu plus le flou autour de cette affaire. Le 19 avril 1995, un camion piégé explosait devant le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah, à Oklahoma City.
L'attentat a causé la mort de 168 personnes, dont de nombreux enfants, et a fait plus de 600 blessés. À ce jour, il s'agit toujours de l'attentat domestique le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, et il a profondément marqué la conscience du pays. On connaît bien les responsables, Timothy McVeigh, exécuté en 2001, et Terry Nichols, condamné à la prison à vie. 2 autres personnes ont été identifiées comme ayant aidé à différents niveaux logistiques. Mais malgré la clarté apparente de l'enquête, certaines zones d'ombre persistent, et l'une des plus étranges concerne ce qu'on appelle l'affaire de la jambe manquante. Au milieu des décombres, les équipes de secours trouvent une jambe humaine, intacte. Elle est initialement identifiée comme appartenant à Lakesha Levy, une membre de l'armée de l'air tuée dans l'explosion. Seulement voilà, quand son corps est exhumé pour confirmation, elle est déjà enterrée avec ses 2 jambes. L'une des jambes dans son cercueil ne lui appartient donc pas. La jambe supplémentaire est envoyée au laboratoire du FBI pour identification, mais elle a été embaumée, ce qui rend l'analyse ADN impossible à l'époque. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à qui elle appartient. Les enquêteurs ont avancé une hypothèse, il pourrait s'agir d'une 169e victime, totalement désintégrée dans l'explosion, dont seul ce membre isolé et quelques tissus auraient subsisté. Mais cette hypothèse soulève plus de questions qu'elle n'en résout. La liste des victimes est censée être complète, après des mois d'analyses croisées, d'identification dentaire, de recoupements médicaux et d'enquêtes auprès des familles. Alors comment une victime entière aurait-elle pu passer inaperçue? Et si ce n'était pas une victime, mais un autre auteur de l'attentat? Des théories ont circulé au fil des années. Certaines suggèrent la présence d'un complice inconnu, peut-être présent sur les lieux au moment de l'explosion, dont l'identité n'aurait jamais été découverte. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une personne sans lien direct avec l'attentat, mais présente dans le bâtiment sans être enregistrée. Le gouvernement, de son côté, n'a jamais reconnu officiellement l'existence d'un 169e corps. Et la jambe elle-même, aujourd'hui, reste sans nom. L'affaire de la jambe manquante est un détail parmi tant d'autres dans l'enquête massive autour de l'attentat d'Oklahoma City. Mais c'est aussi l'un de ceux qui refusent de disparaître. Un fragment de corps, trouvé au milieu du chaos, qui continue de pointer vers une histoire pas tout à fait bouclée. Étage 25 ans plus tard, l'identité de cette personne, ou de ce possible 4e homme, reste un mystère entier. En 1994, la petite ville d'Oakville, dans l'État de Washington, a connu un phénomène météorologique aussi étrange qu'inexpliqué. Pendant plusieurs jours, des pluies sont tombées sur la ville, mais ce n'était pas vraiment de l'eau. Ce qui tombait du ciel avait la consistance d'une gelée transparente, un peu visqueuse, et les gouttes n'étaient pas comme celles d'une pluie normale. Les habitants ont tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Peu de temps après, beaucoup ont commencé à présenter des symptômes grippaux, nausées, fatigue, étourdissement. Les animaux domestiques, chiens et chats, sont également tombés malades. Certains sont morts sans cause apparente. Une patiente, après avoir suggéré de faire analyser la substance tombée du ciel, pousse le personnel médical à l'envoyer en laboratoire. Les résultats sont immédiatement déroutants, la matière contient des globules blancs humains. En soi, ce détail rend la substance biologiquement active, mais impossible à expliquer naturellement. Un peu plus tard, un autre échantillon est confié à un laboratoire de l'État de Washington, où il est examiné par un épidémiologiste, Mike McDowell. Il affirme que la substance semble d'origine artificielle, et pourrait être un vecteur biologique, une sorte de gel servant à transporter des agents pathogènes. Peu après cette déclaration, les échantillons disparaissent mystérieusement, et McDowell reçoit pour consigne de ne plus poser de questions. Les autres échantillons envoyés à différents laboratoires par des citoyens d'Oakville ont eux aussi disparu sans suite officielle. Il n'existe aujourd'hui aucune trace conservée de cette mystérieuse pluie. Depuis, l'affaire reste floue. Rien n'a été confirmé, rien n'a été officiellement réfuté non plus. L'idée d'un test de bioarmes a été évoquée à plusieurs reprises, notamment à cause du comportement des autorités et de la disparition des preuves. Si c'était bien une expérience, la question la plus troublante reste, par qui et pourquoi sur des civils? Et si ce n'était pas d'origine américaine,
Alors pourquoi une telle volonté de tout faire disparaître derrière? Il y a aussi la question purement logistique, comment fait-on pleuvoir une substance gélatineuse sur une ville entière, plusieurs jours de suite? C'est un niveau d'intervention atmosphérique assez extrême, qui demande des moyens massifs. Et pourtant, aucun avion, aucun appareil de pulvérisation, aucune activité inhabituelle n'a été signalée à l'époque. L'événement reste largement inconnu du grand public, mentionné seulement sur des blogs, dans des podcasts ou au détour d'un documentaire. Et c'est peut-être ça, aussi, qui rend l'affaire si dérangeante, le silence. Pas d'explication. Pas de poursuite judiciaire. Pas de reconnaissance officielle. Seulement des habitants, un phénomène impossible, et un tas de questions qui n'ont jamais eu de réponse. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.